Bonjour, bien retrouvé. Donc effectivement, je vais vous parler des études que nous sommes en train de faire sur les millennials, et puis je vais vous parler de technologies émergentes, en espérant d'avoir un débat ensuite et de provoquer quelques questions ou en tout cas d'ouvrir un questionnement. Je vais commencer, donc comme c'était dit en introduction, j'ai créé le Design Laboratory au sein du MIT, dans lequel on fait des recherches et des travaux de recherche et des projets avec des entreprises. Et dans ce contexte, on travaille énormément et on a un observatoire sur les millennials. Qui sont les millennials, qu'est-ce qu'ils font, quels sont les intérêts, etc. et comment on utilise cet observatoire. En gros, millennials, pour cadrer rapidement, c'est des jeunes entre 16 et 35 ans. Donc ça veut dire que c'est une population énorme, c'est-à-dire on est entre les adolescents et des gens qui ont déjà créé une famille, ils ont des enfants. Donc c'est très, très vaste et varié. Mais pourquoi on étudie ou on est intéressé aux millennials? Plusieurs raisons. En 2025, ils vont être parmi les populations les plus épandues dans le monde du travail. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est extrêmement influencé par les millennials. C'est-à-dire, ils ne rêvent pas seulement d'un monde différent, mais ils le créent. Si vous pensez à Snapchat, Facebook, Google, etc., toutes les Uber, etc., beaucoup d'entreprises et de produits que nous utilisons ont été créés, rêvés, imaginés par millennials. Donc ça, c'est intéressant. Et la façon dont nous utilisons notre observatoire, c'est ne pas dans le but d'avoir une étude, un cadre exhaustif de réalité, mais on essaie d'intercepter des tendances émergentes qui inspirent nos projets, qui inspirent nos travaux, qui inspirent nos recherches. Donc ce n'est pas dans le souci d'avoir un résultat exhaustif ou une recherche exhaustive, mais c'est vraiment pour capturer des tendances. Et on a plusieurs interceptés où on travaille sur plusieurs tendances. Ici, je n'ai pris 8 que je vais illustrer. Et encore une fois, ça va nous aider dans le cadre de nos recherches. Donc la première tendance, c'est les millennials, ce qu'on appelle les digital natives. Ça, c'est banal. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est deux, trois points intéressants. Disons, le premier point, c'est que c'est une génération qui n'a jamais vécu dans un monde non connecté. Et ça a des implications énormes dans toute démarche d'invention, de création de produits, de services, etc. C'est une génération importante qui s'attend l'immédiateté, un service immédiat. Si je peux appeler avec 2 clics un taxi et ce taxi il arrive en bas en 2 minutes, comment ça se fait que quand j'appelle ma banque, je reste 15 minutes dans le customer service? Il y a un truc qui ne va pas. Comment ça se fait que quand je dois appeler la mairie, je passe 1 heure au téléphone et je parle avec personne? Donc il y a un truc qui cloche. Troisième point important, justement, de cette immédiateté, il passe dans tous les services. C'est-à-dire, il s'attend la même expérience dans tous les produits, dans les produits du service public, du service privé, dans les rapports sociaux, etc. Donc ça, c'est le premier point sur les millennials. Deuxième point, purpose matters, c'est-à-dire l'idée on n'achète pas un produit ou un service seulement, mais on achète un produit qui fait du sens, qui a un sens qui va au-delà du produit lui-même. Lemonade, par exemple, c'est une assurance
qui permet de souscrire un service avec un préfixe. Et quand on souscrit un service d'assurance, le vendeur nous laisse le choix de donner l'argent qui n'est pas dépensé par l'assureur pour couvrir des services et donner cet argent dans des œuvres charitatives de notre choix. Je souscris un service et si cet argent n'est pas dépensé, ça va automatiquement dans un service, dans une organisation non-profit, dans un système de charité. Donc, quand je souscris un service, encore une fois, c'est à la fois pour avoir une assurance, mais je suis certain que si cette assurance ne dépense pas tout l'argent, elle va le donner à qui je veux. Et on a par la même occasion un service qui est très efficace. En fait, Lemonade, ils ont un record du monde du remboursement d'un claim. Vous savez, le délai du remboursement, c'est 3 secondes. Du moment où la personne qui a subi un tort a posé plainte, au moment où il y a eu un virement dans son compte en banque, il y a eu 3 secondes. Donc il y a un service très efficace, aidé par intelligence artificielle et par un système intéressant, et très efficace et aussi intéressant parce qu'on participe à quelque chose qui est plus que le produit lui-même. L'idée que les millennials se recherchent des produits ou des expériences authentiques, il y a cette émergence de nourriture à kilomètre zéro, de produits authentiques, de la recherche de l'authentique, etc. Sur Airbnb, quand on achète un voyage, on essaie aussi d'acheter pas seulement le voyage et un lieu où on est, mais on achète aussi l'expérience de partager un moment unique avec un habitant local et pas seulement avec un concierge dépersonnalisé qui nous vend une chambre. Donc ça, c'est important. Quatrième point, le storytelling, c'est-à-dire la première chose qu'un millennial fait quand il va au restaurant avant de manger, c'est de prendre une photo, de poster une photo et de commencer à discuter de ce qu'il est en train de faire. Donc la nourriture, le repas vient après. Ce qui est plus important, c'est la conversation autour de l'expérience partagée. L'idée de se baser vraiment sur des revues. Ça, c'est important. Encore une fois, les conversations autour d'un produit, d'un service, est plus important que le service lui-même. Et le deuxième point important, c'est... et donc, les millennials, ils disent, en gros, ils croient plus aux revues qu'aux marques qui communiquent sur leurs produits. Et deuxièmement, cette idée que chaque produit se présente à nous avec une histoire. Et c'est à partir de cette histoire qui est racontée par des pairs que le produit prend du sens et sa valeur, un produit ou un service. Et ça, c'est intéressant. Donc, comment les technologies ou les réseaux nous aident à créer du sens à travers la narration et les conversations et l'échange, et comment on arrive à provoquer ces discussions. Self-sustaining prosumers, en gros, la culture de do-it-yourself, la culture de makers, la culture des Fab Labs, la culture de s'arranger, de créer, de produire. C'est-à-dire, ils achètent des produits ou des services, mais ce qui est plus intéressant, c'est pouvoir personnaliser ces services et personnaliser ces produits. Ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec les impressions 3D, avec les Fab Labs, avec ces nouvelles formes d'artisanat, etc., c'est beaucoup plus important que de n'acheter un produit fini. Donc, un produit, un service qui laisse du temps à l'interprétation, qui laisse de l'espace de l'appropriation est important. Sixième point,
millennials on apprend toujours. Et effectivement, ça on le voit, et c'est clair dans le monde des entreprises, c'est terminé le temps où on avait un parcours linéaire de l'école, de l'apprentissage. Et une fois qu'on sort de l'école et on termine notre cycle d'apprentissage, on arrive dans un boulot et on garde le boulot jusqu'à la fin. L'idée au fait que apprentissage et travail sont absolument interconnectés, ou aussi que chaque expérience est connectée. Ça, c'est un exemple intéressant de nouvelles banques ou de nouvelles assurances que nous avons à Boston. Ça s'appelle la Société pour ceux qui ont grandi, Society of Grown Up. Et c'est une nouvelle banque qui a la place d'offrir simplement un service. C'est un centre d'éducation à l'argent qui est censé évoluer jour après jour avec les millennials. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne te vends pas seulement un service, le fait de garder ton argent en banque, mais je m'assois à table avec toi et je te donne des cours de formation sur comment tu peux utiliser l'argent de ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire de faire un emprunt? Qu'est-ce que ça veut dire de t'engager dans un épargne? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une assurance pour ta santé, etc. Et donc, c'est un lieu événementiel qui permet un apprentissage sur quelque chose d'assez complexe comme l'argent. Et comment on commence à s'engager avec des jeunes de 18 ans pour les accompagner toute la vie. Donc, il y a une permanence, un apprentissage permanent sur ce type de service. 7e point, Experience Sampler. Ça, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire on n'achète pas un produit, une marque, mais on goûte plusieurs services, plusieurs produits, plusieurs marques. Il y a des services comme les Tote ou d'autres qui, en fait, nous envoient régulièrement des produits à la maison chaque mois, et ces produits sont personnalisés en fonction des usagers. Donc, on n'achète pas un parfum, on n'achète pas des vêtements, mais on reçoit chaque mois un coffret personnalisé. Et ce coffret, souvent, sont personnalisés. On utilise de l'intelligence artificielle pour faire un profil des usagers. Donc, on demande aux usagers quel est votre profil et on essaie de créer à fur et à mesure des profils. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui voulait ressembler à James Dean, et donc vous êtes homme de récit, etc. Vous êtes un télo, etc. Une fois que le système commence à créer un profil de l'usager, nous envoie des boîtes personnalisées avec des produits. Et on essaye d'acheter ces produits et on utilise ces produits. Donc on souscrit un service à la place d'acheter. Donc encore une fois, c'est une forme de conversation permanente. Et ça, c'est important, conversation permanente entre la marque et son public, et jamais une transaction qui se termine avec je vois un produit, je l'achète, il y a une transaction financière, on arrête là. C'est jamais ça, c'est plutôt un engagement permanent, coévolutif entre la marque et les produits et les gens qui l'achètent. Et ça, c'est un grand changement. Dernier point. Le partage avec des inconnus, c'est la norme. Partager avec des inconnus, c'est la norme. Et je me souviens, à mon époque, je me souviens il y a 30 ans, on entendait plutôt « ne monte pas en voiture avec un inconnu ». Surtout, n'accepte pas de passage par des inconnus, n'accepte pas de bonbons chez les étrangers dans un parc. Bon, en gros... l'idée, le partage aujourd'hui, c'est la norme, et c'est bon sur tous les services. Cette idée d'avoir accès aux ressources et n'est pas les avoir, c'est important. Donc l'idée de propriété est surclassée par l'idée d'accès. C'est clair, avec un monde en réseau qui est efficace, c'est important, mais comment on arrive à créer des services, des produits qui peuvent intercepter ce besoin est fondamental. Aujourd'hui, si vous pensez à la connaissance, Wikipédia, GitHub,
si vous pensez au financement, Kickstarter, si vous pensez à la musique, Spotify ou Netflix pour les médias, etc. Donc l'accès dans ce cas est beaucoup plus intéressant, important que la propriété. Et le deuxième point intéressant, Uber, cette idée de, juste pour prendre un exemple, on nous donne l'accès à la mobilité, mais le deuxième point intéressant, c'est une expérience de mobilité différente. C'est pas seulement d'aller d'un point à l'autre, mais de faire ce voyage avec une expérience. À Boston, on a expérimenté le Uber Pitch, c'est-à-dire on peut réserver un passage avec un venture capitalist de la voiture, et donc avoir le passage en voiture et faire un pitch de sa start-up, par exemple. Donc on réserve un voyage avec un contenu à l'intérieur. Dans ce cas, c'était un VC. Deuxième point, Uber Health. On peut réserver, et ça servait, on peut avoir un vaccin. Donc on prend un passage en voiture, mais en même temps, on a un vaccin contre la grippe pour l'hiver. Je ne sais pas combien vous posez de confiance à voiture, à Uber pour vous donner, pour vous vacciner, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Ou le fait de livrer des produits de la nourriture. Donc ce n'est pas seulement un passage, mais on commence à ancrer ces passages de la voiture avec des expériences sous divers. Donc en gros, c'était des 8 points, encore une fois, qui n'ont pas le présupposé de exhauster un discours, mais pour nous, c'est important d'intercepter ces signaux et de commencer à incorporer ces points dans nos recherches et dans nos travaux. J'ai encore une dizaine de minutes, plus, et je vais parler de deux choses. Un, notre approche du design, et deux, je vais vous parler de technologies émergentes. Je vais le faire un peu plus rapidement. Nous, on a un laboratoire qui s'occupe du design. À chaque fois, je montre cette voiture, qui est pour moi un exemple extraordinaire de mélange d'ingénierie et de design. C'est le Ferrari Testarossa 250, qui est le premier exemple dans lequel un designer et un ingénieur ont commencé à travailler ensemble pour optimiser un objet, dans ce cas la voiture. Mais ce que nous pensons au fait du design, ce n'est pas seulement l'optimisation d'un objet, mais c'est plutôt un discours beaucoup plus vaste. Et ce que nous avons, notre approche, disons, du design, c'est plutôt basé sur le design thinking, qui est d'abord un questionnement de l'environnement social, d'où par exemple notre observatoire sur les millennials. C'est-à-dire, notre approche, c'est vraiment d'abord de la compréhension de la société, des cultures, de l'environnement social dans lequel on est amené à travailler, pour ensuite imaginer des technologies et des services, et rapidement créer des prototypes et de tester des solutions. Et on n'est jamais animé par une technologie particulière. On travaille sur des interfaces numériques, téléphonie mobile, on travaille avec des interfaces en papier, très vieille technologie, etc. Donc on n'est pas dépendant de la technologie. Et le point important pour moi, design thinking, c'est toujours problem making et jamais problem solving. Donc l'exemple de la voiture, c'était un exercice de problem solving. On a un objet, la voiture, et on commence à travailler ensemble pour optimiser les performances de la voiture elle-même. Mais donc, on optimise un moyen de transport, mais on ne s'interroge pas de la mobilité au sens large. Donc, pour nous, quand on commence à faire des travaux de recherche, pour nous, le point important, c'est toujours en partant d'un questionnement fondamental sur le sujet en question. Et on dit design thinking, true making, parce que le prototypage rapide, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Donc, quand on crée un service, quand on crée un produit, quand on crée quelque chose, l'idée de créer des prototypes et d'expérimenter comment ces prototypes vivent dans la société ou dans les cultures dans lesquelles on est amené à les développer, c'est fondamental. Et le prototypage, c'est jamais, dans notre cas, pour
expliquer un service ou pour incarner un produit, mais le prototypage comme système de pensée pour imaginer et commencer un processus itératif. Et dernier point, c'est on est toujours animé par, entre guillemets, une mission, et jamais, on ne se base jamais sur le marché. Donc on ne part jamais sur des études de marché pour voir si un produit ou un service peut fonctionner, mais on est toujours animé pour une envie de créer un produit qu'on pense c'est intéressant pour avoir un impact et a du sens. Rapidement, je vais vous parler maintenant de l'évolution technologique, c'est un paradigme des technologies, qui, encore une fois, c'est important. Et on a 3 temps. Ces 3 temps sont d'abord, correspondent un peu aussi à mon passage, mon histoire au MIT. Je suis là-bas depuis l'an 2000. Et si on commence à voir la première phase, c'est la phase du numérique. Dans les années 90, il y a eu 2 livres, il y a eu plein de livres intéressants, mais il y en a 2 en particulier, qui commencent à illustrer la vie dans le monde numérique. Le premier, c'est le livre de Nicolas Negroponte, L'homme numérique, en 1995, qui est vraiment un livre qui a commencé à imaginer et rêver une société du futur. Et si on relit ce livre aujourd'hui, beaucoup de choses qui ont été créées ou décrites à l'époque sont presque du passé aujourd'hui. Deuxième livre, c'est City of Bits de Bill Mitchell. C'est le premier livre sur les villes intelligentes, celle qui est connue aujourd'hui comme la Smart Cities. Donc ça, c'est un moment important et dans lequel on décrivait aussi comment l'intelligence artificielle pouvait être pervasive aujourd'hui. Et on le voit 25 ans après comment c'est le cas. Deuxième période, l'an 2000, on commence à travailler énormément sur tout ce qui est physique. Donc, comment on commence à incorporer les technologies dans le physique, dans les objets, dans le vivant. Wearable computing, qui était du rêve, ou Google Glasses, qui était du rêve à l'époque, c'est maintenant des produits qu'on peut avoir. Toutes les technologies de proximité et ce qu'on dit l'Internet des objets. Comment l'Internet, tous les réseaux s'incarnent dans des objets qui sont aujourd'hui dans nos vies quotidiennes. Il y a un exemple qui incarne les deux, qui est intéressant, c'est Tesla. Donc cette voiture électrique. Donc ce qu'il y a à dire sur la Tesla, ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'on achète un produit et on peut mettre à jour le produit de la même façon qu'on télécharge des applications sur notre téléphone. Donc vous achetez un produit et il y a 2 semaines, quand il y avait l'alerte pour la tempête à Miami, Tesla elle a fait une upgrade, elle a incrémenté la durée de la batterie pour ceux qui habitaient en Floride de 50 à 60 miles. C'est-à-dire gratuitement, ils ont augmenté la puissance des batteries pour donner plus de temps de voyage pour s'échapper de la tempête. Deuxième point, ce qui est intéressant, c'est on peut télécharger une fonctionnalité pour $3,000 qui s'appelle Autopilot, qui est la conduite sans conducteur. Donc la voiture, elle conduit en autonomie. Et ce qu'on commence à voir, c'est que en gris, c'est la conduite des humains qui va pas tout, en fait, on va pas tout droit. Et en rouge, c'est la conduite en automatique qui est beaucoup plus précise. Donc la conduite automatique commence à avoir des prestations meilleures que la conduite des humains. Mais ce qui est intéressant de mon point de vue, qu'il y a 4 millions de kilomètres qui sont collectés tous les jours. Donc c'est-à-dire, ça c'est un produit qui est pratiquement un scanner vivant et absorbe toutes les informations par rapport au trafic, au transport, à viabilité, conditions de route, la façon dans laquelle les autres conduisent, etc. 4 millions de kilomètres par jour qui sont analysés pratiquement en temps réel et réinjectés dans le produit lui-même chaque jour. Donc chaque jour, la voiture devient un peu plus experte, un peu plus intelligente, etc.
Et en 2016, ça c'est un rapport du ministère du Transport américain, 2016, Tesla a réduit de 40% les accidents en seulement un an d'analyse des données. Donc le plus le produit se développe, le plus le produit devient expert. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que la voiture commence à prévoir vraiment un comportement dans lequel il prévoit les accidents, avant que le conducteur lui-même puisse s'apercevoir qu'il y a un accident ou un danger potentiel. Donc le plus, on est vraiment dans un système d'algorithme prédictif dans lequel la voiture anticipe de plus en plus les faits et les événements. Et la même chose est en train de se produire avec la santé, c'est-à-dire par le biais des objets wearable, médecine prédictive, intelligence artificielle. Un système connaît et a des informations sur notre corps et reconnaît des symptômes avant même que nous ayons la possibilité de nous apercevoir des symptômes. Et donc, on peut intervenir avant même que les faits se produisent. Et ça change complètement la façon dans laquelle on imagine un service, dans le cas du transport, dans le cas de la santé, mais aussi de les autres, etc. De le même, quand on a parlé de Millennial en tant qu'Experience Sampler. C'est un système d'intelligence artificielle qui fait un profil de l'usager et nous donne des informations sur l'usager qui permet à la boîte, à la compagnie, d'envoyer des services personnalisés. Ça, c'est une image d'une voiture qui dort avec un conducteur dormant. Donc, il y a beaucoup d'améliorations à faire par rapport aux interfaces. Et nos rapports avec l'autonomie et l'intelligence artificielle ont beaucoup de chemin et beaucoup de, on dit aux États-Unis, room for improvement. Mais en tout cas, il y a énormément de choses à faire. Et nous amène au discours éthique, en fait. Pas seulement dans la voiture, mais la voiture qui commence à avoir un comportement autonome, elle va avoir des informations sur quel comportement avoir en cas de danger. Si la voiture est face à un enfant qui traverse la rue, la voiture, quelque part, elle prend une décision, potentiellement doit aller contre l'enfant, le tuer, ou virer et scratcher la voiture contre un mur et potentiellement tuer le conducteur. C'est un cas extrême, mais ça, c'est un choix auquel l'objet est amené à faire. Et donc, ce n'est pas un choix d'instinct qui fait le conducteur, comme ça va arriver à nous tous, mais un choix qui est programmé par un programmeur. D'où le choix éthique, au départ. Encore une fois, ce n'est jamais un choix technologique, même si les réseaux neuronaux commencent à avoir des voitures qui apprennent. Et donc, ce n'est même plus un programme qui a été décidé en amont, mais c'est la voiture elle-même qui apprend. Mais ça nous pose toujours le même problème. Est-ce qu'on fait confiance en voiture qui apprennent et donc prend des décisions en autonomie, ou bien c'est quelque chose sur lequel on doit s'échapper. Très brièvement sur le succès des technologies. Donc, l'Internet des objets fonctionne s'il y a trois éléments. Le premier, il doit être une plateforme ouverte. Deuxième objet, ils doivent travailler à travers des industries différentes. Quand on achète une voiture, la voiture est immédiatement connectée à notre maison, à notre thermostat, à notre garage, etc. Donc, les objets doivent se parler entre eux et ils doivent être sécurisés. Donc, les transactions doivent être sécurisées. Pour un vrai succès, pour nous, cette technologie doit être pas vivre tout seul, mais bien évidemment implantée dans un système culturel existant. Donc, on doit vivre dans un monde humain, pas que technologique. Et plus important, les bénéfices de ces technologies doivent être perçus par les usagers. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a bien vu la différence entre un téléviseur noir et blanc et couleur, entre un téléviseur énorme cathodique et un téléviseur plat. Donc, on voit qu'il y a une différence. Mais entre une différence entre
4K, 5K, 6K, c'est-à-dire nos yeux ne peuvent plus percevoir la définition des images qu'on a dans nos téléphones. Donc, on nous dit que l'image est meilleure, mais on ne la perçoit vraiment pas. Donc, il y a une accélération technologique qui n'est pas véritablement perçue par les usagers. Sur l'intelligence artificielle, le premier point, c'est l'intelligence artificielle ne remplace pas les humains, mais crée des synergies. Ces synergies, on le voit très bien par exemple dans le cas médical, peuvent être vraiment intéressantes et importantes et amener une collaboration entre médecins et intelligence artificielle, par exemple dans la lecture des radiographies, produit des résultats beaucoup meilleurs que si c'était seulement un système expert en AI qui le fait ou seulement un docteur qui le fait. On disait, comme le thèse, comme l'exemple de wearable, on est dans un monde de pas de réaction par rapport à un produit, mais de proactif. On n'est pas dans le traitement, mais on est vraiment dans la prévention. Donc, c'est beaucoup plus important l'expérience avant qu'après dans ce cas-là. Et finalement, le troisième point, c'est que dans le cas de l'intelligence artificielle, et on le voit par exemple avec Google, c'est très simple et ça ne coûte pas très cher d'avoir des réponses. Mais ce qui est important, c'est de poser les bonnes questions. Et c'est là où les hommes, les humains, ont beaucoup plus à dire. Donc, l'intelligence artificielle nous aide vraiment à naviguer par des bases de données énormes et nous amène des questions, mais les questions à poser, c'est vraiment notre travail. Computers are useless, they only give you answers. C'est une bonne intuition de Pablo Picasso dans les années 60. Donc c'est en fait qu'est-ce qu'on met nous dans les ordinateurs qui nous révèle des choses intéressantes. Troisième point, on a vu donc dans les années 90 c'était le monde digital, années 2000 c'était le monde physique. Aujourd'hui on est dans le biotech. Et c'est ce que je pense, ça va être vraiment de rupture, encore plus important de ce qui s'est passé il y a quelques temps avec la mise en réseau des informations. Je ne parle pas seulement d'une technologie qui de plus en plus marche vers nos corps. Ça, c'est une société qui est à Cambridge, qui est maintenant 5-6 ans, s'appelle MC10. Ils font des digital tattoos, des tattoos numériques, qui permet en fait de prendre, de lire des informations de notre corps et de transmettre des informations. On ne parle pas seulement d'un système de paiement, mais on les utilise par exemple avec les joueurs de football pour comprendre, et comprendre l'évolution des chocs dans un match par exemple. Et quel est l'impact que les coups sur un joueur peuvent avoir dans la durée de sa carrière. Ou ça peut monitorer un enfant et le comportement des enfants, la température du corps, le battement cardiaque, la transpiration, etc. Donc ça, c'est très, très intéressant, mais je ne parle pas seulement de ça, c'est-à-dire d'une miniaturisation qui voyage de plus en plus près et dans notre corps. Mais ça, c'est un produit de Hiroshi Ishii, c'est une veste. En fait, on utilise des bactéries qui réagissent à l'humidité et il s'élargit dans le cas d'un effort physique. Donc c'est un t-shirt qui crée des trous à fur et à mesure que le sportif transpire pour faciliter la réaction. Donc c'est un produit t-shirt qui change par une réaction pas électrique mais bactériologique et qui commence à avoir un effet intéressant dans lequel nous imaginons des produits. Ça, c'est Biomason. C'est une société qui fait grandir des briques. C'est-à-dire, pour construire des maisons, on utilise des bactéries pour faire grandir des briques. Et dans ces briques, on peut donner aussi des informations. Par exemple, on peut faire pousser des briques qui ont une faculté d'absorber la pollution. Donc, la métaphore étant, on ne construit plus une maison, mais on la fait grandir. Et en la faisant grandir, on lui transmet des informations pour absorber
la pollution, par exemple, ou être plus performant de l'absorption des sons et du bruit. Dans mon laboratoire, on est en train de développer aussi des produits, par exemple de faire des t-shirts qui absorbent la pollution au fur et à mesure qu'on l'utilise. Ou on est en train de construire des chaussures qui se décomposent à fur et à mesure où la personne qui les utilise transpire. Et la décomposition de la chaussure se fait là où le pied transpire le plus. Et ça crée des systèmes d'aération différents. Et en gros, on donne des informations à des bactères pour avoir un comportement. Par exemple, on donne l'information aux bactéries de changer de couleur quand il y a de la pollution et d'absorber la pollution elle-même. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus dans un monde électrique, mais bactériologique. Et c'est des choses qui se font depuis longtemps, mais ça commence vraiment à circuler. Bioprinting, on commence à imprimer, il y a eu des impressions 3D qui impriment des tissus vivants. Donc ça existe, il y a eu des expérimentations, etc., mais on n'imprime pas des objets, mais des tissus vivants qui peuvent remplacer nos tissus humains. Organovo, c'est aussi dans l'ère de Boston. MicroWorks utilise des champignons pour faire du cuir. Ça aussi, c'est intéressant. On commence à faire pousser du cuir. Et vous imaginez l'exploration au niveau, si on n'a plus besoin des animaux pour le cuir, mais on peut utiliser les champignons qui ont les mêmes propriétés, etc. Ça ouvre des perspectives intéressantes, de même qu'on a eu le premier hamburger de viande qui n'a pas été, qui utilise des stem cells et pas de cellules animales. Et je ne l'ai pas goûté, donc je ne sais pas le goût, mais l'idée est intéressante. On est en train de s'approcher de plus en plus dans un monde intéressant. On n'a pas besoin d'animaux pour créer des hamburgers. Deux choses encore sur la médecine moléculaire. Ce que je trouve intéressant, la médecine jusqu'à présent a été, comme on le disait, dans le traitement. Donc les médecines étaient plutôt basées sur le fait qu'on va tuer des germes, des virus dans notre corps. Médecine moléculaire, ça commence à déplacer l'attention sur on ne tue pas des virus, mais on manipule génétiquement les hommes. Donc il y a des manipulations pour la prévention et pas, donc on agit encore une fois en amont et pas après. De même que CRISPR, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de CRISPR, c'est probablement la technologie la plus de rupture aujourd'hui. En gros, CRISPR, c'est un système d'intervention sur l'ADN qui fait deux choses. La première identifie un lieu d'intervention dans nos lignes ADN, et le deuxième, elle fait manipulation. Et c'est une technologie qui peut être vraiment de rupture par rapport au fait comment on peut créer des hommes avec certaines caractéristiques qui peuvent être décidées à la base comme un menu à la carte. Et ça peut être très intéressant dans le cas où on pense à travailler sur des maladies. Donc peut être très utile dans la prévention, dans le traitement de maladies, mais bien évidemment, vous comprenez les effets pervers d'un système pareil. Mais, encore une fois, la technologie aujourd'hui est mûre. Comment on l'incorpore dans un débat civique, humain, éthique, etc. C'est ça le problème. Mais le fait, c'est une technologie qui existe aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là, une minute. Hein? C'est sympa ça? Ok. Hier, j'avais montré comment on utilise, par exemple, juste pour donner une idée de processus, de ce que nous faisons, on a travaillé sur la clope, la cigarette. Et on a travaillé avec une marque pour réinventer la cigarette.
Et comme je disais avant dans le processus, nous, on se pose la question des valeurs. Design thinking, problem making, not problem solving. Donc, on a travaillé énormément sur la perception de la cigarette, la valeur de fumer. Qu'est-ce que ça veut dire de fumer? Quels sont les archétypes? Quels sont les usages? Quels sont les rituels? Etc. Et on a créé une cartographie des valeurs de fumée. Et à partir de cette cartographie, on a commencé à créer des produits ou des technologies qui, quelque part, incarnent ces valeurs, mais ne tuent pas, comme la cigarette. Donc le premier objet que nous avons fait, ceux qui fument le savent, ceux qui fument dans les entreprises, c'est ceux qui sont le plus informés de la boîte. Le fait de descendre 5 minutes en bas et fumer un clope ensemble et se partager des secrets, c'est d'abord, ça tue la hiérarchie en entreprise. On n'est plus dans une verticalité, mais on est dans une horizontalité. On est tous ensemble, on est une petite tribu qui clope. Et on échange des infos, donc on a créé une tasse qui nous permet pas seulement de boire un café, mais de partager des secrets et de transférer des secrets les uns avec les autres. Donc ça supporte le storytelling. Deuxième objet qu'on a créé, c'est la cigarette nous aide à réfléchir et à méditer et à nous relaxer. Et donc, selon notre état d'âme, on a créé un livre qui lit le battement de notre main, et une fois qu'il réalise notre état de stress, nous suggère d'aller lire un poème qui va se révéler à nous très doucement et nous invite à méditer. Donc ce poème est personnalisé en fonction de l'état du stress du moment du potentiel lecteur. Et on a utilisé des interfaces en papier, je disais tout à l'heure, qui se révèlent aux usagers très lentement, très doucement. Troisième objet qu'on a fait, ceux qui fument savent très bien comment la cigarette est un très bon véhicule pour rencontrer des gens. Demander une cigarette, demander d'allumer ou sortir quelque part pour fumer, rencontrer, commencer à parler avec quelqu'un, c'est important. Donc on a créé des badges qui, en fonction de notre personnalité, nous met en relation avec d'autres gens dans un lieu fermé qui ont la même attitude, la même posture. Donc en gros, on a créé des badges qui nous envoient des messages couleurs pour faire du matching entre les personnes. Et troisième objet qu'on a fait, en gros, la cigarette permet à la fois de créer une voile de protection, mais aussi une voile nous permet de rencontrer aussi les autres. Si on est dans un café, on fume une cigarette, on a l'impression qu'on est en train de faire quelque chose. Si on est dans un café et on n'a rien à faire et on regarde juste les autres, on se sent un peu démuni. Deuxièmement, la cigarette, quand on est dans un café, nous permet de réfléchir sur nous-mêmes. Ceux qui fument utilisent la cigarette pour réfléchir sur ce qu'ils ont fait dans le passé. Donc on a créé une fenêtre qui nous permet de voir dehors. Et donc vous voyez qu'il y a des gens qui passent donc on peut toujours regarder les autres, mais nous projette en même temps notre image il y a 10 secondes. Donc la vitre nous projette l'image de la personne qui regarde il y a des secondes pour essayer de le faire réfléchir sur son histoire passée, tout en la laissant regarder le présent. Ça, encore une fois, c'est un exercice dans lequel on a incarné des valeurs de fumée, très positif, la méditation, la rencontre des autres, le partage des secrets, etc. Et on a créé des technologies, ça c'est des prototypes qu'on a fait, tout marche, mais on a créé des technologies qui incarnent ces valeurs, sans nous tuer forcément, et illustrent un peu le processus que je disais tout à l'heure de design thinking. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, tu as réussi la prouesse de nous faire 3 conférences en une. D'un côté, les millennials, sur lesquels j'imagine qu'il peut y avoir beaucoup de questions. Ensuite, les comportements de rupture, les technologies du futur. Donc, des micros se baladent dans la salle. Je vous invite à poser toutes les questions qui vous semblent... Il y en a une là-bas déjà, et Brigitte va te
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Casarengo. Mon nom, c'est Michel de Kemeter de Belgique. Voilà, tout ça me donne froid dans le dos, en réalité. Voilà, c'est dit. Voilà, je pense que... Je ne sais pas si je suis le seul ou pas. En tout cas, ma question porte sur l'intelligence artificielle. Ma question de fond, et je suppose qu'à l'MIT, vous faites des recherches là-dessus, c'est est-ce que là, justement, l'instauration de ces outils d'intelligence artificielle ne vont pas mener à une forme de bêtise réelle? Les études montrent que le QI moyen diminue. Donc, si on nous enlève quelque part cette obligation de discerner par notre instinct et développer notre instinct, notre intuition propre, nous savons que, enfin aussi chez vous, probablement vous savez qu'on n'utilise que 10% grosso modo de notre cerveau. Est-ce que justement ces outils qui vont venir se plugger physiquement sur notre corps ne vont pas justement diminuer ce pourcentage d'intelligence, alors que nous sommes précisément dans une époque où nous sommes obligés de plus en plus à discerner, à apprendre à discerner dans ce vacarme, dans ce bruit assourdissant. Et donc ceci a rempli ces derniers espaces qui nous donnaient cette possibilité de se poser pour apprendre à discerner. Donc tout ça m'inquiète énormément, surtout que toutes ces inventions sont portées par des gens, et vous le dites vous-même, finalement c'est l'éthique qui va faire que ces inventions vont créer de la valeur ou détruire de la valeur. Et donc quand j'observe un peu tout ce monde qui gravite autour des investisseurs, je suis extrêmement inquiet, car je ne vois pas beaucoup d'éthique là-dedans. Ils veulent tous faire la même chose, c'est-à-dire $1 milliard. Alors une question. La question, c'est justement, je voudrais voir si la MIT fait des recherches justement là-dessus, et comment vous vous positionnez sur ce balancier sur la partie éthique. Sur la partie éthique et la partie humaine et l'impact sur la psychologie humaine, et donc la liberté finalement. D'accord, merci. Et le discernement. Merci. Je partage avec vous pas la froideur, mais en tout cas, il faut être vraiment attentif, et c'est pour ça que j'illustre un peu cette évolution technologique. Il est vrai que s'il y a une poussée technologique, une course à l'invention, l'augmentation des performances technologiques, sans trop se poser la question sur l'impact humain et sociétal, il est aussi vrai qu'il y a, comme je le disais, il y a une croissance maintenant des alertes, et il y a de plus en plus de boîtes qui commencent à embaucher des philosophes ou des gens qui réfléchissent. Et c'est notre rôle à nous tous d'en être conscients en fait. Parce que du moment où on utilise des téléphones portables avec de l'intelligence artificielle dedans, et on utilise Facebook, et si on ne sait pas comment Facebook utilise la façon que Facebook nous présente des photos pour changer l'état de notre humeur ou changer la perception politique que nous avons de ceux qui nous entourent et manipuler nos votes, si nous on ne sait pas ça, ce n'est pas la faute de Facebook, mais c'est la faute à nous. Donc il y a un système, à mon avis, important, c'est le travail dans l'éducation qui se fait pour les humains. Il y a eu des tests, j'ai des collègues, des copains qui ont travaillé, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a 1 an, je pense, ils ont laissé des bots s'éduquer sur Internet, et ils sont devenus des nazis, en gros. C'est un système d'intelligence artificielle, ils ont commencé à s'insulter les uns avec les autres, et un système expert laissé à lui-même qui n'apprend que par le réseau, ça peut être très dangereux. De même qu'une voiture qui n'apprenne que par elle-même, sans l'intervention humaine, ça peut être très dangereux s'il n'y a pas de contrôle. Donc je disais encore une fois, les réponses, c'est simple, c'est le questionnement qui doit venir des humains qui fait la différence, qui doit être important. Question suivante. Au second rang ici. Oui, on
prête beaucoup d'intention aux millennials en disant ils sont comme ci, ils aiment bien partager, ils aiment bien avoir des expériences, mais est-ce que c'est pas aussi des victimes de ce qu'on leur propose, et les sociétés leur proposent ce genre de vivre des expériences pour récupérer des datas, et en fait ils obéissent, entre guillemets, c'est une génération qui doit consommer comme toute génération qui arrive, et ils sont dans un système de consommation qui utilise Internet, qui utilise l'IA, et donc quelque part, hein, ils vivent dans leur temps, et ils sont plus ou moins obligés d'utiliser ce qui existe. Donc voilà, est-ce que c'est eux qui induisent ce changement, ou c'est plutôt les sociétés qui voient que le business model change et qu'il y a beaucoup d'argent à faire en collectant des datas? Donc voilà, c'était un peu pour savoir l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui est à l'initiative de ces changements qu'on vit? Est-ce que c'est les générations nouvelles, ou est-ce que c'est aussi les sociétés qui voient en elles des nouvelles marges à faire, quoi? Non, là aussi, je suis d'accord. Il y a un rapport symbiotique entre l'évolution des sociétés, les gens, les technologies. Il y a une interaction constante. On parle beaucoup de millennials. Et encore une fois, je parlais où l'accès est plus important dans la propriété. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ne peuvent pas acheter une bagnole qu'ils privilégient le fait d'avoir accès? En fait, les deux peuvent être vrais. Ce qui est vrai, ce qu'on constate, c'est que l'accès, en tout cas, est fondamental. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans une génération où avoir des CD dans la maison, avoir des disques était fondamental. On avait la collection de disques. Aujourd'hui, on n'est pas là. L'accès à Spotify, 10 heures par jour dans n'importe quel lieu, et l'accès à un réseau, il est beaucoup plus important que d'avoir une collection de CD à la maison, qui est complètement différent d'il y a 30 ans. Il fallait avoir une belle collection à la maison. Donc, après, il y a des raisons économiques. Il y a un modèle économique qui est très différent et qui a une synergie évidente. Merci. Une question là-bas au bar. Oh, sans micro, c'est peut-être bien, non? Merci à toi. Comme tu dis, c'est très complexe. Je pense que moi et peut-être mes enfants, ils sont tranquilles, mais les enfants de mes enfants, ils vont avoir un problème d'ici un siècle. Ça va être une planète complètement différente. On a un professeur chez nous, Hugh Hare, qui était passionné par l'escalade en montagne. Et à l'âge de 17 ans, il est resté emprisonné dans une tempête de neige. Et ils l'ont retrouvé 2 jours après, ils lui ont amputé les 2 jambes. Et lui, il a reconstruit ses 2 jambes. Et si on lui pose la question maintenant sur la mobilité, il dit d'ici 50 ans, les gens vont s'amputer leurs jambes pour acheter mes prothèses. Vous n'avez pas besoin de jambes, vous avez besoin de bouger. Mes prothèses vont être beaucoup plus intelligentes que vos jambes naturelles. Dans 50 ans ou dans 30 ans, moi personnellement, j'aurai des arthrites, des problèmes de circulation aux genoux, etc. Et puis que je prends l'avion, je n'ai pas besoin de jambes. Si je mets mes jambes dans... oh, c'est mieux, enfin, je suis plus confortable.
Et lui, ce qu'il dit, et c'est vrai, en plus, lui, il peut ajuster la hauteur de ses jambes en fonction des rapports qu'il va avoir avec les autres. Quand il se sent très en confiance, il se fait un peu plus haut. Donc, et je dis ça, mais c'est vrai en plus. Et en gros, il y a un rapport symbiotique entre des gens. Par exemple, il y a eu une attaque à la bombe dans la marathon de Boston. Il y a eu une des personnes qui était blessée et on lui a amputé une cheville, un pied. Et dans l'espace d'un an, cette personne qui était une danseuse d'opéra, dans l'espace d'un an, elle est retournée sur scène pour danser avec une grâce, une élégance incroyable. Parce qu'il lui a donné, il a fait une prothèse de jambes et chevilles sur mesure. Donc en gros, je ne sais pas si on ira jusqu'à nous amputer des jambes pour accroître les performances. Je ne sais pas si on va utiliser CRISPR pour faire de la manipulation génétique pour augmenter nos performances selon nos boulots. Mais la possibilité est là. Et encore une fois, c'est à nous de conduire le débat dans le sens où il nous semble approprié. Mais il y a un vrai danger si on laisse ce débat dans un pur système économique d'optimisation des performances. L'homme n'est pas fait seulement pour optimiser sa vie, mais pour la jouir de sa vie. Et donc il y a des creux, il y a des porosités. C'est pas un parcours linéaire d'optimisation. Alors dans la question que tu posais, finalement, est-ce qu'en 2047-2048, on bascule, on le fait en conscience, on bascule pas, ou il n'y a pas, ou la question se pose même pas? On a déjà basculé. D'accord. Bon, on ne le sait juste pas. On prendra conscience qu'on a déjà basculé plus tard. Question en deuxième rang et puis ensuite derrière là-bas. Frédéric, Club APM de Sèvres 2. Merci déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes et ça fait du brain check, donc c'est super. Moi, ce qui me taraude, c'est, tu dis, effectivement, à un moment donné, c'est nous qui avons ça dans les mains, qu'est-ce qu'on veut en faire? Mais quel est ton avis sur la question? Est-ce qu'on est prêt à avoir ce débat aujourd'hui? Est-ce que finalement la technique n'a pas été à une telle rapidité que même nous, dans notre façon finalement de penser et d'imaginer cet avenir avec des possibilités immenses, est-ce qu'on est suffisamment sage pour avoir ce débat aujourd'hui? Juste ton avis. Merci. Moi, je pense qu'il y a 20 ans, si on posait la question de robotique et d'intelligence artificielle, nos imaginaires allaient tout de suite vers la littérature, la science-fiction, dans un monde impossible, dans un monde vraiment lointain. Il y a 20 ans, dire on aura un monde basé sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a tous, dans cette salle, on utilise tous de l'intelligence artificielle dans nos téléphones, quand on parle avec Siri, quand on voit Google, le problème, c'est de commencer justement on est prêt à en prendre conscience. De même que la robotique, etc. Quand on commençait à la robotique, c'était vraiment du lointain, ou des voitures qui se conduisaient toutes seules. C'était de la magie. Et donc, je pense que oui, on est prêt à commencer à ouvrir les yeux et dire, il y a une technologie qui va trop vite, on est passé du rêve, le monde de l'intelligence artificielle il y a 20 ans, au fond aujourd'hui cette intelligence artificielle elle est partout et on est prêt maintenant à ouvrir les yeux et commencer vraiment à avoir une discussion beaucoup plus éthique et élargie et sociétale qu'auparavant. Même pour aller dans la suite de la question, après je te passerai la parole. Est-ce que finalement les millennials ne se posent pas la question de la même manière, puisque eux ne sont pas passés du rêve à la réalité, mais ont toujours été dans cette réalité? Est-ce qu'ils se posent pas Ils se posent probablement la question différemment. Oui. Ils ont des perceptions de leurs actions très différentes de les nôtres. Par exemple, le partage de la vie privée en ligne, qui est très différente par rapport à d'autres contextes. C'est-à-dire il y a un rapport entre la vie privée et la vie publique qui est différent. Et là aussi,
c'est intéressant. Ils ont une approche différente. Merci. Oui, moi j'avais une question concernant le fait de rendre, alors on a un problème de rendre privé l'espace public, et là on est en train, petit à petit, notamment avec les progrès sur la santé, enfin l'évolution sur la santé, de privatiser le corps. C'est-à-dire qu'avant, quand je vais chez le médecin, il me remplace, il me fait une opération, etc. C'est mon corps. Demain, j'ai un tissu breveté, et donc si je ne paye pas le laboratoire, qu'est-ce qui reste? J'ai une prothèse brevetée. En gros, mon corps risque demain d'être un corps avec des brevets qui appartient à des sociétés. Monsanto l'a fait avec l'agriculture, avec les graines pour les agriculteurs. L'un des risques, Rifkin en avait parlé il y a quelques années dans un de ses bouquins, c'est vraiment le fait de privatiser le corps dû à ces évolutions de médecine. Et même, j'ai assisté à un autre atelier sur le transhumanisme, etc., aboutir à une évolution vers deux races humaines, étant probablement incompatibles l'une avec l'autre et ne pourront pas se reproduire, pose d'autres questions. Mais à court terme, cette privatisation du corps, on la sent venir, on la voit venir dans les exemples que vous avez donnés. Est-ce que c'est ce que je raconte a un sens ou est-ce que je suis à côté de la plaque? Non. Encore une fois, je suis d'accord avec lui. Il a un sens. Il a un sens déjà aujourd'hui, quelque part, moins impactante d'accès aux soins, aux médicaments qui peuvent être très chers dans 90% de la population de cette planète, etc. Donc il y a déjà une sorte de rapport avec la médecine, le traitement en particulier, mais de plus en plus, c'est vrai, on peut aller vers un encontre d'une privatisation du corps. Et comme vous le disiez, Monsanto, il a fait ça pour la nourriture. Et encore une fois, la possibilité d'avoir deux espèces presque, aujourd'hui, n'est pas seulement du rêve, mais en puissance, c'est ce qui peut arriver. Ceux qui ont accès aux soins aujourd'hui, au traitement, si on pense ce qui se passe dans l'esthétique, comment on peut modifier nos corps rien que d'un point de vue esthétique, on peut le faire aussi d'un point de vue de performance aujourd'hui. Et ça, ce n'est que par rapport à un accès aux ressources économiques. Merci. Une question première. Alors moi, c'est pas tout à fait une question, c'est juste un petit commentaire et un témoignage d'un atelier auquel j'ai assisté hier avec Étienne Klein, je ne sais pas si certains y étaient, sur innovation et progrès. Et en fait, toute la problématique ici, on parle beaucoup d'innovation, de science, de physique quantique, d'intelligence artificielle, etc. Mais où est la notion de progrès? Et notamment, particulièrement sur la consommation d'objets futiles et qui n'apportent absolument rien dans notre société, et notamment pour la génération des millénials. Et Étienne Klein a conclu la conférence sur l'aspect éthique et choquant, en prenant l'exemple de l'iPhone, la course en avant sur les nouvelles versions, qui coûtent aujourd'hui plus d'un SMIC. Et j'ai trouvé que c'était assez éclairant et assez fort de parler de ça et de contrebalancer ça par rapport à cette présentation qui était très intéressante et qui apporte beaucoup certainement de solutions et de progrès, j'espère, mais aussi qui questionne beaucoup, je trouve. Merci de cet éclairage et de ce point de vue. Merci à toi. Une question là-bas, avec ou sans micro? Voici avec micro. Moi, je voudrais poser une question par rapport à l'exemple de Hugh Hare et son cheminement et son développement de cette prothèse. Une question déjà pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis et pour savoir si le fait finalement de changer de jambe pour des jambes qui sont éternelles, je vais les appeler comme ça, est-ce que c'est un vrai mouvement de fond qui devient, j'allais dire, assez mainstream, on s'entend. Et du coup, ça me pose la question, parce que moi je travaille dans l'eau évidemment, donc l'eau et les jambes bioniques, il y a un problème de compatibilité. Et donc ma question est, donc, où en est ce mouvement aux États-Unis? Donc là on est dans le transhumanisme, hein. Et est-ce qu'il y a une vraie tendance? Quand tu disais on peut s'amputer pour finalement changer de jambe, sous le ton de la boutade, moi je voudrais comprendre voilà, où en est cette réflexion aux États-Unis. Ouais. Alors,
il faut peut-être faire une distinction entre Hugh Hare qui a eu un accident et il a trouvé les ressources pour continuer à exercer sa passion, l'escalade, et pour ce faire, il a dû se reconstruire des jambes, en gros. Donc c'est une histoire particulière et le travail qu'il fait lui, c'est surtout avec des amputés de guerre ou des gens qui ont eu des accidents. Mais quand il a un discours, en provoquant, il peut dire, justement, on n'a pas besoin de jambes, mais on a besoin de mobilité. Deuxièmement, ce que je trouve intéressant de ce qu'il est en train de faire, c'est le rapport entre la biologie, la mécanique et l'informatique. C'est-à-dire, maintenant, il travaille énormément sur comment on peut directement implanter des prothèses et augmenter les signaux que notre cerveau envoie à des machines, donc des machines robotiques. Donc, comment on peut augmenter la relation entre cerveau, impulse électrique et objet que peut se mettre dans le corps. Même si la part de mettre des objets près de notre corps, il est toujours très très complexe. Quand on achète un nouveau paire de chaussures, on a des ampoules. Donc à chaque fois qu'on met un truc nouveau, c'est pas si simple. On n'est toujours pas là. Mais sur le transhumanisme aux États-Unis, je ne connais pas, je ne suis pas un expert, je sais que c'est toujours un système de niche. Et il y a beaucoup de choses qui se font en humochimique. Pas vraiment robotique, chimique ou électronique, c'est-à-dire comment on augmente les prestations du cerveau ou de notre corps par d'autres drogues, et pas pour ça. Mais encore une fois, c'est en tout cas un débat qui est très, très fort et très ressenti. Une dernière question, je pense au fond, parce qu'on va arriver au terme de notre débat. Le micro, il ne marche pas. C'est bon là ? C'est bon. Oui, bonjour, Romain de l'APM Normandie. Merci pour l'intervention. Tout à l'heure, vous avez dit on était passé du rêve à la réalité. Et vous avez étudié les millennials, vous dites qu'ils veulent tout de suite, dans l'immédiateté, ce qui est vrai. Mais quel est leur rêve aujourd'hui ? Quel est leur désir ? Vous avez l'air d'un millennial. Non, je suis 2 ans avant, je suis de 78, moi, je ne suis pas dedans. Non, je ne saurais pas généraliser, mais je ne saurais pas généraliser sur le rêve des millennials. Donc ça, c'est. Mais encore une fois, l'un des cas qu'on a vu, c'est une prise de conscience très différente de celle qui était dans le passé. C'est-à-dire, ils sont confrontés, par exemple, avec une forme de réalité qui était inconnue pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire des ressources, l'accès aux ressources comme l'eau n'était jamais un problème il y a 20 ans pour la plupart des gens, ou l'impact de nos activités dans la planète, alors qu'il est très clair pour les millennials. Et donc, quand ils disent qu'on achète un produit, on est prêt à payer un peu plus pour acheter un produit qui a du sens, qui a une valeur, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, il y a un rêve de participer à une forme de respect du monde qui est différente de celle qui était avant. Donc, peut-être plus de l'individuel vers le collectif, finalement, en partie, une responsabilité sur les générations à venir. Allez, une dernière question. On est gourmand. Et après, juste pour si certains d'entre vous ont envie, en conclusion finale et presque en partant de donner une phrase dans le micro, on fera passer le micro très rapidement pour avec quoi je repars, dans quelle énergie et qu'est-ce que j'ai appris finalement de ce moment. Mais à toi. Le micro, il marche toujours pas. Vas-y, ça doit être bon maintenant. 1, 2, là ça marche. Donc bonjour, merci pour la présentation. Donc moi je suis d'après votre définition un millennial, je rentre en plein dans la tranche d'âge. Chouette. Je pense qu'on n'est pas les seuls dans la pièce, j'espère. Et moi j'ai envie de dire 2 choses, à la fois en réaction à votre présentation et aux remarques que j'ai pu entendre par la suite. Alors déjà, le millennial n'existe pas, du moins dans mes connaissances, la personne qui Instagram son repas avant d'aller prendre son Uber pour rentrer dans son Airbnb et de tweeter tout ça au fur et à mesure. Personnellement, j'en connais pas. Et je pense qu'on utilise tous des parties de tous ces services. Je pense qu'on a tous utilisé au moins une fois Uber ou Airbnb ou Facebook ou Snapchat. Donc c'est plutôt des parties d'expérience qu'on fait en général.
Et donc, il ne faut pas non plus faire une distinction, s'imaginer qu'il y a eux et nous. C'est plutôt nous tous qui évoluons en société, les services qu'on prend au fur et à mesure. Et moi, j'aimerais dire que la façon dont moi je le vis, c'est les millennials ne sont pas arrivés, ou la génération n'est pas arrivée sortie nulle part de façon spontanée en disant on va tout casser, on va tout ça. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup le résultat de l'industrie et de la société qui était juste avant, qui était qu'on nous a vendu la possession, l'achat comme menant à l'expérience. Voilà, acheter le bon costume, la bonne voiture, et alors je suis un homme donc je vais dire ça, et vous arriverez à séduire des belles femmes et vous aurez une vie parfaite. On nous a vendu ça, il y a beaucoup de gens cette remarque, et peut-être qu'on est la génération qui s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Alors ça n'a jamais été vrai, je pense. Et on s'aperçoit que c'est pas vrai, que la possession ne mène pas au bonheur, et qu'inversement, et que peut-être que justement c'est cette réaction qui dit voilà, je ne veux plus acheter de voiture parce que je n'ai pas envie de dépenser. Alors, la réaction sur l'iPhone me fait toujours rire parce que ça fait 30 ans qu'une voiture coûte plus cher qu'un SMIC, et quand Renault ou prenez un exemple, quand Porsche sort une nouvelle voiture, il y a personne qui dit mon Dieu, là, c'est une honte, Porsche sort une voiture qui coûte plus cher qu'un SMIC. Je veux dire, personne n'est obligé d'acheter l'iPhone. Et en quoi est-ce qu'acheter une Porsche plutôt qu'un vélo est plus futile qu'acheter un iPhone plutôt qu'un Android? C'est une discussion qu'on peut avoir. Donc voilà, donc c'est mon sentiment, dans le sens où ça ne sort pas de nulle part non plus. Et personne n'est moi, je connais personne qui est extrémiste dans cette solution-là. Personnellement, j'ai un iPhone, j'ai même une Apple Watch, donc je suis ultra connecté. Et pourtant, je refuse de racheter une nouvelle machine à laver, je préfère la faire réparer, et je vais en travail à vélo. Et inversement, des amis qui vont adorer acheter des motos cross vont dire ah non, moi je préfère avoir un Wiko ou même un téléphone, un dumb phone, parce que j'estime que la connectivité c'est très mauvais pour moi. Et donc je ne voudrais pas non plus y aller dans l'image que voilà, qu'il y a des gens que c'est toujours tout ou rien. Merci tous les millennials un peu. Une toute dernière, c'est ça? On va déjeuner ensemble. Hein. Bon, une dernière et puis le micro arrive. D'accord. Donc vu qu'il n'y avait pas de questions, là maintenant c'est une question. D'accord. Allez. Oui, bonjour. Alors moi je viens de Martinique. Donc c'est une zone géographique qui est, comme on l'a vu, qui est assez sensible au changement climatique. Et j'ai un peu de mal à imaginer qu'on envisage des activités... Enfin, je ne suis pas du tout climato-sceptique, en gros. Et j'ai un petit peu de mal voilà, à envisager des activités qui n'aient pas de notion, même un petit peu éloignées, mais enfin, voilà, de l'écologie. Et donc je me posais la question, vous, dans votre laboratoire, est-ce que vous avez cette notion de durabilité ou d'impact enfin, voilà, de l'homme sur la planète? Est-ce que vous, dans vos recherches, vous tenez compte voilà, de l'aspect autonomie d'énergie ou tout simplement voilà, durabilité de toutes vos inventions, vos recherches? Oui, à 3 niveaux. Le premier, on a travaillé énormément sur un projet de maison complètement indépendante d'un point de vue énergétique. Donc on a construit une maison qui utilise de l'intelligence artificielle, mais pour optimiser les performances énergétiques, donc qui ne travaille que sur le solaire. Et on a fait un mélange entre intelligence artificielle et construction ancestrale. La façon dans laquelle on utilise certains matériaux purs, du bois, et on les met ensemble, participe d'une façon très intéressante à avoir des constructions durables. Le deuxième point, on a travaillé énormément sur la mobilité. On a créé des vélos électriques, par exemple, là aussi qui participent à un effort de s'interroger sur la mobilité électrique et durable. Et le troisième point, on a travaillé beaucoup dans l'engagement civique, donc éduquer, et en particulier on a travaillé avec des populations à Rio de Janeiro qui habitent dans des favelas, donc des lieux très critiques, pour éduquer les jeunes, avoir une éducation aux dépenses énergétiques et être beaucoup plus engagés dans la discussion avec la ville pour essayer de auto-manager, si je peux dire, leur environnement urbain. Donc à la fois sur l'habitat, construction durable, mobilité et éducation des jeunes, on a essayé de travailler sur ces 3 axes.
Merci, on arrive au bout. Alors, les micros vont... Vous récupérez le micro quand vous avez envie, une phrase, un mot, je repars avec quoi? Et ça nous permettra de nous écouter tous les uns les autres et puis de repartir ensuite. Sachant que, juste point de vue logistique, après c'est autour de 12h30, je crois, sur les restaurants, soit à Quinconce, soit à Bourse. Si vous allez au hangar, c'est un peu plus loin, mais à mon avis, vous ne devez pas aller au hangar, puisque cet après-midi, on est à Quinconce. Un mot, je repars avec. Qui a envie, qui se lance? Là-bas. Allez, sans micro. Un mot. Merci, merci beaucoup. Qui dit quoi? Un sens des responsabilités élargi. Merci. High-tech. High-tech et low-tech. Changement à faire individuellement. Là-bas au fond, madame. Excitation et besoin d'éthique. Ouais. Synergie. Merci. Oui, parlez fort, parlez haut. Conscience et confiance. Recherche de sens. Là-bas au fond, éthique. Bouleversement stimulant. Responsabilité vis-à-vis des générations futures. Story, worth. Et un dernier, assistance et non-remplacement. Et ben voilà, merci beaucoup Federico.